Bonjour à tous, je me trouve avec Colette Brackman, bonjour. Et Bonjour. après une petite pause due à des contaminations Covid, pas chez moi mais chez mes invités, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un Michel Midi avec Colette Brackman, qui est journaliste et chroniqueuse, reporter et chroniqueuse au journal Le Soir. C'est le principal quotidien francophone de Belgique. Pour nos amis français étrangers, c'est un peu l'équivalent du Monde. Elle collabore aussi à différentes revues, dont Le Monde diplomatique. Elle a publié plusieurs livres que je vous montre ici à l'écran. L'homme qui répare les femmes, Lumumba, un crime d'État, le viol, une arme de terreur, et les nouveaux prédateurs, ça c'est chez Aden, de même que Lumumba, un crime d'État, c'est chez Aden aussi. Elle s'est montrée assez critique à des moments historiques importants par rapport au gouvernement français, de sorte qu'elle n'a peut-être pas que des amis de ce côté-là. Mais pour ma part, je pense que c'est vraiment une des meilleures journalistes de l'international que je connaisse, et ses reportages, ses enquêtes sur le Congo particulièrement, le Congo ex-belge ou toujours un peu belge peut-être, c'est vraiment des modèles pour moi. Et je l'ai invitée en ces temps de guerre et de propagande parce que, en fait, elle a publié il y a quelques semaines, en avril, un éditorial qui tranchait vraiment avec ce qu'on entend en général dans nos médias, c'est-à-dire que, et je vais montrer à l'écran des passages et lire une petite partie, l'édito était titré « La vérité est la première victime de la guerre » et c'est donc un éloge et une façon de souligner l'importance des reporters de terrain en posant la question: comment débusquent-ils la vérité et comment font-ils pour ne pas se laisser abuser par la propagande, qu'il s'agisse de grossiers montages comme Timisoara, est-ce que c'est toujours d'actualité, on va en parler de toute façon, ou plus insidieusement d'éléments de langage qui leur sont fournis par des communicants professionnels. Et alors, à la fin de cet édito, toujours à propos des reporters de terrain, un nouvel adversaire, un combattant de l'ombre, s'est durablement installé auprès des journalistes, les désormais fameuses fake news, qu'il s'agisse de rumeurs partisanes ou complotistes ou de mensonges d'État, parfois ourdis au plus haut niveau. Et ça, c'est à mon avis très important parce qu'on n'a pas l'habitude, comme je le disais, de voir ça dans nos grands médias. Est-ce que c'est un appel à la vigilance, Colette? Oui, certainement, parce que plus la situation est tendue, plus les enjeux sont importants, plus les partis en présence ont envie de gagner l'opinion. La bataille de l'opinion est une autre bataille, et pour ça, ils essayent de trouver des journalistes, de les manipuler, de les informer pour que les journalistes rejoignent ce combat. C'est-à-dire que on essaye en quelque sorte d'avoir les journalistes embedded, comme on l'a dit au moment de l'Irak, c'est-à-dire les journalistes intégrés dans un agenda politique. Oui, ils peuvent être embedded physiquement, c'est-à-dire participer au combat. On a vu ça dans les journalistes embedded dans toutes les guerres. Ils sont dans les unités combattantes, un peu à l'arrière, avec un casque et un gilet pare-balles. Mais on peut être embedded en esprit aussi, c'est-à-dire qu'on peut être gagné peut-être en toute sincérité, en toute honnêteté, à l'argumentation de ceux que l'on court, dont on suit l'action. On peut être convaincu, même de bonne foi, que le côté du droit est absolument de ce côté-là, et donc rapporter les faits sous cet angle-là, de bonne foi d'ailleurs, en étant vraiment intimement convaincu de cela. Est-ce que c'est-à-dire que nous ici qui vivons dans le Nord, il faut le rappeler, dans des pays qui sont riches, notamment à cause d'un certain passé d'exploitation de l'Afrique et d'autres pays, et dans des pays qui ont un peu tendance à se prendre pour le centre du monde et le modèle de la démocratie, est-ce que ça veut dire que nous avons un problème d'analyser quelles sont les influences qu'il y a dans nos cerveaux? Mais tout à fait, parce que c'est normal, on vit dans un milieu où l'information est dominante, et si elle va
un peu dans le même sens. On y adhère, quoi. C'est comme l'air qu'on respire. On est dedans et on n'a pas de distance critique. Et je dirais presque que les voyages aident à relativiser les choses. Enfin, ça dépend quel voyage. Si vous faites un voyage touristique avec un guide qui vous êtes embed dans le voyage touristique, vous verrez ce qu'on veut bien vous montrer. Mais si vous voyagez par vous-même avec des contacts personnels avec les populations locales, l'angle va changer et la vision du monde va devenir d'abord plus large et beaucoup plus relative. Donc, les peuvent aider aussi. Donc ça, c'est ton expérience personnelle en tant que reporter de terrain. C'est important pour les gens du Nord, pour les intellectuels, journalistes du Nord, d'aller voir les gens de la base, les gens du peuple dans les pays du Sud. Ça change le regard? Mais totalement, c'est même essentiel. Alors on peut aller les voir physiquement, on peut aussi les écouter. La presse d'autrui, si j'ose dire, est accessible. La presse africaine est accessible, les réseaux sociaux existent, on peut lire, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut au moins écouter le point de vue de l'autre. Et par exemple, lorsqu'il y a eu ce vote à l'ONU sur l'intervention en Ukraine, ce que je lisais ici, c'était que le monde entier rejoignait le point de vue de l'Europe, du droit, etc. Bon, mais si on lisait la presse d'Asie, d'Afrique et tout, il y avait de sérieux bémols, y compris parmi les gouvernements. Quand le président de l'Union africaine, Macky Sall, président du Sénégal, refuse de voter le vote à l'ONU, Macky Sall n'est pas du tout, c'est pas un émule de Fidel Castro, hein. Macky Sall, c'est un ami de la France et de l'Europe, mais il a refusé de s'engager. Qu'est-ce que ça signifie? Alors là, ça vous oblige quand même à relativiser et croire que notre point de vue n'est pas nécessairement partagé par tout le monde, heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une sorte d'ethnocentrisme? Pendant des années, on nous a présenté dans les médias, la communauté internationale condamne ceci, condamne cela, mais aujourd'hui, avec ce que tu viens de dire, on voit que la communauté internationale, ça représente 17% de la population mondiale, donc on a un problème d'ethnocentrisme, de se croire le centre du monde? Mais absolument. Et je crois que cette crise en Ukraine a tout d'un coup été un révélateur. On s'est rendu compte que l'Europe, ce petit continent immergé, qui n'est même pas totalement solidaire des États-Unis non plus, se prend pour la conscience du monde. Mais c'est assez erroné. Il suffit de regarder les faits, les politiques de coopération, les discriminations au quotidien pour voir que cette bonne conscience européenne, elle repose sur de l'auto-persuasion, mais pas sur la réalité des faits. Tu as dit donc beaucoup de bien des reporters de terrain, qu'il était très important de leur donner les moyens. Je ne sais pas si on a déjà beaucoup les moyens financiers de faire ça maintenant, et aussi d'écouter les reporters de terrain. Mais on va faire un flashback dans le passé, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Tu étais reporter de terrain en 1989, au moment de Timișoara en Roumanie, et là, tu étais reporter sur le terrain, tu étais sur place, mais on t'a pas cru. Ben, on m'a pas cru dans un premier temps, quoi, parce que c'était assez surprenant. Et puis c'est vrai que moi j'ai été parachutée, littéralement parachutée dans ce pays que je ne connaissais pas, et donc j'avais pas beaucoup de prétention à dire. Je pouvais uniquement dire ce que j'avais constaté ou pas constaté. Alors pour les plus jeunes, je m'excuse Colette, j'aurais dû pour les plus jeunes donner le contexte, parce que je pense que si on parle de 89, ils se disent mais c'est l'homme de Néandertal. Tant pis pour notre génération. Et puis la Roumanie, Timișoara, ils connaissent pas. Donc c'est très très important à mon avis, c'est les leçons à en tirer. Donc je rappelle qu'il y a un soulèvement populaire contre un gouvernement communiste de Ceausescu à la fin de 89 et le Ceausescu est renversé. Et à la une de Libération ici par exemple que je montre, mais dans tous les médias européens on a dit la même chose, la Roumanie est libre, mais elle a payé sa liberté au prix fort alors que le centre de Bucarest résonnait encore des fusillades. Timișoara exhumait un charnier de 4630 cadavres. Donc un chiffre très très précis, 4630 cadavres. Et on a en fait vu tout ce qu'on a vu dans les médias, c'est une série je crois de 17 ou de 19 cadavres qui avaient été
exhumés d'une morgue à Timișoara, mais qui avaient été exhumés, du cimetière, mais qui étaient des cadavres qui n'avaient pas du tout été, comme on nous le disait dans les journaux, éventrés à la baïonnette, torturés, etc., mais qui étaient tout simplement des cadavres comme on en trouve dans le monde entier, c'est-à-dire autopsiés, décousus, excusez-moi pour les détails, du haut en bas, pour une autopsie quand il y a un suicide, un accident ou une mort suspecte. Et donc, c'était des cadavres tout à fait normaux, si je peux dire. N'empêche que dans tous les médias, on nous a dit 4630 cadavres. Ça prouve que vraiment c'était Dracula et que, c'est devenu un cas d'école. Et toi, tu étais là sur le terrain, mais finalement, tu n'as rien dit. Et je publie un article, je remonte à l'écran un article que tu as signé où tu expliques « Je n'ai rien vu à Timișoara » est le titre de l'article, et tu décris ce que tu vois. Tu dis qu'effectivement les blindés crachaient le feu, mais en fait que c'était des déflagrations de l'armée qui s'étaient rangées du côté des insurgés, que ce n'étaient pas des combats, que la foule les saluait par des cris de joie, contrairement à ce que dit Libération. Et puis, tu entends des récits d'horreur, mais vers les charniers, dis-tu, nul ne voulait m'emmener, tout au plus un étudiant en médecine accepta-t-il de me conduire dans le plus grand hôpital de la ville où les blessés étaient acheminés en urgence. Tu décris le parking de l'hôpital. Et ensuite, tout à fait surprenant, à Timișoara, les médecins roumains, que je m'imaginais débordés par le flux des morts et des blessés, étaient assis en pantoufles et dans leur étrange tenue, prenant le thé à l'entrée des urgences. Le service était étrangement calme. On n'y avait admis que 3 blessés et les médecins affirmaient qu'ils contrôlaient parfaitement la situation. En ville, l'atmosphère était à la fois passionnée, tendue, mais joyeuse. Donc pas vraiment. Et tu conclus ton article. À Timișoara, je n'ai pas vu de charnier, ni amoncellement de morts ou de blessés, ni hôpital débordé. J'y étais et je n'ai rien vu, honte sur moi. Car par contre, en arrivant à Bucarest le lendemain, et plus encore en rentrant en Belgique, tout le monde en savait plus que moi sur le sujet. Nul n'ignorait rien de ces corps affreusement torturés, de ces centaines de corps alignés, de ces hôpitaux envahis. La télévision avait tout montré, tout expliqué. Et si c'était passé à la télévision, c'était vrai, cela devenait vrai. Alors moi qui n'avais rien vu à Timișoara, j'ai préféré me taire. Je voudrais te demander, est-ce qu'on est encore peut-être dans ce syndrome « c'est vrai, je l'ai vu à la télé » ? Mais à l'époque, oui. À l'époque, il faut bien dire qu'on est en 89. Il y avait beaucoup moins de télévision, d'images et tout ça qu'aujourd'hui. Et donc, les gens avaient encore cette mentalité. Je l'ai vu à la télévision, on me l'a montré, donc c'est vrai. Et la presse écrite, était crue, mais moins. Mais la télévision, ça, c'était la vérité. Le regard ne pouvait pas tromper. Et ça a été, tout le monde est tombé, a perdu ses illusions à ce moment-là. On dit quoi? La télévision aussi peut nous manipuler, peut mentir. Ça a été le début d'une remise en question. Mmh. Est-ce qu'on a des exemples plus récents où quand même on se fait avoir par des images? Je pense aux armes de destruction massive de Colin Powell à l'ONU, montrant une petite fiole d'anthrax. Si ça avait été vraiment de l'anthrax, ça aurait été d'ailleurs assez irresponsable qu'ils se baladent avec ça. Mais ça a quand même marché. On a cru aux armes de destruction massive comme prétexte pour envahir l'Irak qui est tombé dans une catastrophe. On a d'autres exemples aussi. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment appris à lire des images, déchiffrer des images et à les mettre en question et à dire peut-être que l'image ne me montre pas ce qu'on dit. Oui, d'ailleurs, à propos de cette guerre en Irak, il y avait aussi les images de bébés dans des couveuses. On avait retiré la prise des bébés dans les couveuses et après, il est apparu que c'était un montage total et un mensonge. Mais je crois quand même que les journalistes, individuellement, mais aussi leurs associations, leurs journaux, ont développé des outils de lutte contre la désinformation. C'est normal, action, réaction, ils ont réagi et il y a des rubriques de plus en plus fréquentes dans les journaux qui s'appellent désintox
détox ou bien retour sur l'information, où les journalistes, après coup, brandissent font usage de leur esprit critique et passent au crible toutes les sources, et parfois même dans les plus grandes rédactions, on doute immédiatement et on essaye tout de suite de vérifier, de consulter d'autres sources pour ne plus se laisser avoir. Je pense que tous les journaux vraiment un peu sérieux essayent de ne pas trop se laisser avoir et de mettre en place des mécanismes de vérification. Là, je suis un peu sceptique sincèrement parce que j'ai eu affaire à ces décodeurs ou fact-checkers du Monde et de Libération. Ils ont donné à mes reportages et analyses un carton rouge en se basant sur deux faits qui étaient totalement faux, à savoir un, que je travaillais avec Thierry Messant, et deux, que j'avais été en Syrie à l'invitation d'un député fasciste du FN. Les deux étaient faux. Je leur ai dit que c'était faux, j'ai demandé de corriger et il n'y a pas eu moyen de discuter et c'est toujours sur des sites. Donc, est-ce que de la part de certains grands médias comme Le Monde et Libé, ils sont pas un peu juges et partis en disant ce que nous on dit c'est juste, ce que des médias indépendants sur Internet disent c'est faux? Et est-ce qu'on ne devrait pas, pour dépasser un peu tout ça, au moment où effectivement le complotisme fait des ravages et où effectivement on a tendance à avoir beaucoup de confusion dans les esprits, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un dialogue, un débat public entre des gens qui défendent différentes analyses ou différentes versions des faits et qu'on puisse tirer ça au clair ensemble? Est-ce que le son parvient bien? Mais c'est évident. Je crois qu'il y a beaucoup je ne sais pas si le son est bon, mais je crois qu'il y a beaucoup d'arrogance et d'une certaine suffisance de la part des grands journaux, surtout en France, mais enfin ailleurs aussi, qui ne supportent pas d'être mis en cause et qui croient que eux détiennent le vrai et que leurs mécanismes de décodage sont des sortes de projecteurs. Mais le projecteur, il éclaire uniquement la surface qui est éclairée. Si on le fait pas bouger, et qu'on le promène pas sa lampe de poche dans les coins d'ombre, il y a des morceaux entiers de réalité qu'on ne verra pas. Et donc c'est un peu ça le problème. On ne balaye pas le projecteur partout. Voilà, et ça c'est un peu le fait des grands journaux, avec aussi un certain conformisme. Quand les journalistes sont ensemble, il se dégage une espèce de consensus de groupe, parce qu'on est ensemble, qu'on prend les mêmes risques, etc. Et le franc-tireur des journaux indépendants, des journaux de moindre dimension, ou de pays qui sont pas les grands pays qui disent qui font la loi, ben, ils sont pris un peu comme des éléments incontrôlables, avec une certaine suspicion. Est-ce qu'on est bien sûr d'eux? Et je voudrais citer l'exemple de Kapuscinski, le Polonais Richard Kapuscinski, qui a couvert un grand nombre de guerres en Afrique. Il a dit des choses, il a découvert des choses en Éthiopie, au Congo, partout. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour un journal pauvre d'un pays qui n'était pas riche, qu'il ne voyageait pas avec les grands groupes de presse et qu'il allait tout seul, sac à dos, avec des moyens de transport locaux. Et donc, il voyait des choses que ses confrères n'allaient même pas approcher. Et quand on lit ses livres, ils sont criants de vérité, des vérités qui, à l'époque, n'étaient dites par personne, simplement parce que lui, pour des raisons matérielles, mais aussi pour le principe, parce qu'il a une conception de son métier, il allait au plus proche des gens. Et donc, il découvrait des choses que les autres ignoraient superbement. Ben voilà un appel émouvant, justement, peut-être pour les jeunes de nos pays à prendre leur sac à dos et leur ordinateur portable et aller faire des reportages sur le terrain dans le Sud. Je crois que ça serait bien d'avoir plus d'infos citoyennes et plus d'infos faites sans argent, sans préjugés, sans ce conformisme dont tu parles. Mais c'est évidemment plus dangereux. Mais par exemple, je prends un autre exemple, on est loin de l'Ukraine. Prenons le Mali. Pourquoi est-ce que la population si amicale, si gentille, sont des gens merveilleux, le Mali, le Burkina Faso, ils vomissent aujourd'hui l'intervention militaire française, au point d'empêcher les convois de passer au Burkina pour arriver au Mali. Les gens les détestent. La population fait des barrages sur les routes. Pourquoi les Français sont-ils aussi détestés? J'aimerais bien le savoir, le lire, et pour ça, la grande presse va peut-être donner une version des choses, mais j'aimerais bien que des journalistes avec des moyens beaucoup plus modestes aillent dans les villages et dire mais enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous les détestez à ce point? Et on apprendrait beaucoup sur la réalité de ces pays, du post-colonialisme, etc.
Bien voilà un appel, j'espère qu'il sera entendu par des jeunes qui pourraient pratiquer ce journalisme citoyen. J'aimerais bien, mais tout à l'heure, de te demander de me donner les références de ce journaliste polonais, parce que ce serait bien de mettre en évidence les livres qu'il a publiés. On pourrait en parler sur Investigation prochainement. Je voudrais te demander... Oui, mais on en parlera plus tard. Mais... D'accord. Il y a un petit problème de son, on va continuer, j'espère que ça va s'arranger. Je voudrais élargir le problème. Est-ce que le problème vient seulement des journalistes qui seraient un peu conformistes, comme tu viens d'expliquer, ou est-ce qu'ils sont sous l'influence d'un agenda des responsables politiques? Je vais donner une information récente. Joe Biden vient de créer dans le ministère, je pense, du département d'État, un bureau qui va occuper une centaine d'employés, de fonctionnaires, un bureau contre la désinformation qui va donc décider ce qui est fake news et ce qui ne l'est pas et ce à quoi on peut... c'est un peu le ministère de la vérité d'Orwell finalement. Est-ce qu'il y a une contradiction, une influence dangereuse du monde politique sur les journalistes de ce qu'on appelle le mainstream? Mais je crois qu'il y a certainement du monde politique. C'est certain qu'il y a ce désir de contrôler l'information, enfin de contrôler le langage, de contrôler les messages. Et ça, c'est tout à fait normal. Ils poursuivent un but politique et donc l'information fait partie de leur stratégie. Mais je crois que c'est tout de même difficile dans certains pays comme la Belgique, parce que la Belgique est un pays plus petit. Les journaux ont peut-être paradoxalement, moins de moyens, mais plus de liberté. La distance entre le pouvoir politique belge et la presse que moi je connais, elle est beaucoup plus grande qu'en France. En France, si on n'est pas dans la ligne dictée d'en haut, on a de sérieux problèmes d'accréditation et aussi une espèce de désaveu social parce qu'on est un franc-tireur, un casse-pied, etc. En Belgique, dans les journaux que moi je connais, où j'ai travaillé, il n'y a pas cette forme de pression. Je prendrai l'exemple du Rwanda, où à l'un seul, lorsque j'expliquais le rôle de la France au Rwanda au moment du génocide, la presse belge, j'étais pas seule en Belgique, il y avait des collègues belges qui disaient la même chose parce qu'ils l'avaient vu de leurs yeux, mais vous pouvez regarder la presse française des mois pendant lesquels le génocide s'est déroulé, il y avait extrêmement peu de voix discordantes, vraiment très très peu. Et après, bien sûr, après un peu à la fois, mais des années pour que les choses se décryptent, se décortiquent, mais au moment même, on était presque taxé d'illuminés ou d'extrémistes parce qu'on avait vu des militaires français aux côtés des génocidaires. Là, je les avais vus vraiment de mes yeux en uniforme, en tenue de camouflage, ils étaient aux côtés des génocidaires, mais dire ça, c'était très mal vu en France. Oui, c'était à l'époque Mitterrand. Et donc, il y avait à ce moment-là un jeu géostratégique entre les États-Unis et la France qui sont en confrontation, et ce sont des alliés, mais en même temps ce sont des rivaux pour le contrôle des régions stratégiques et des richesses stratégiques autour du Congo. Et donc, dans la France de Mitterrand, on ne pouvait pas dire qu'il soutenait militairement la dictature au Congo, que les Français appelaient encore Zaïre, et au Rwanda, on ne pouvait pas passer les informations de base du terrain? On pouvait plus ou moins la passer, mais enfin, il était évident que la France était le dernier soutien du président Mobutu dans le Zaïre de l'époque, et l'argumentation française était que le Zaïre, le Rwanda, le Burundi étaient des avancées de la francophonie, de l'influence de la France en Afrique de l'Est. Et ça, c'était prioritaire. C'est évidemment un jugement absurde lorsqu'on est face à un génocide, mais c'était l'idée de base qui était diffusée tous azimuts en France. Et en Belgique, nous sommes un pays pluriel et on n'entrait pas du tout dans cette idéologie de défense de la francophonie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on défendait d'autres choses. On défendait notamment la démocratie chrétienne et nos amis du Rwanda qui étaient à l'époque très couvés, très protégés par l'internationale démocrate chrétienne. Nous avons nos zones en Belgique, il y avait d'autres biais d'analyse qui pesaient également sur la presse. Oui, et par le roi Baudouin aussi,
comme on l'a vu dans les livres de Ludo Martens sur l'assassinat de Lumumba, l'ascension de Mobutu, le livre Burundi également, un meurtre au Burundi récemment. Et là aussi, bon, chaque grande puissance a donc ses intérêts. Moi, je me souviens, quand je donnais beaucoup de conférences dans les années 90 en France, je disais, vous savez, la réalité sur ce qui se passe au Rwanda et au Congo, c'est pas ce que vous dites. Et en Belgique, on a une bonne journaliste belge qui montre un petit peu ce que fait vraiment la France là-dedans. Je me souviens que j'avais beaucoup de réactions méfiantes ou même hostiles. Non, ça c'est de la propagande et on croyait les médias français là-dessus. Donc, est-ce que le problème est que quand on vit dans un pays, on a, disons, une certaine facilité à voir la propagande chez les autres, mais pas dans le pays où on vit? Mais c'est assez normal. Hein. C'est que chacun est imprégné de l'atmosphère du pays où il est. On respire l'aide. Par exemple, on respire cette ambiance. Par exemple, en Belgique, il a fallu combien de décennies pour qu'on ose remettre en cause le bien fondé de la colonisation, ce qu'on appelle, et je mets des très gros guillemets, l'œuvre civilisatrice de la Belgique au Congo. Il a fallu bien plus que 40 ans, 50 ans pour qu'on se rende compte que finalement, cette œuvre bénéfique et civilisatrice avait tout de même un autre volet qui était la priorité à l'économie, à la domination, que le Congo colonial était une dictature où les journalistes n'étaient d'ailleurs pas admis. Les journalistes belges devaient montrer patte blanche pour y aller. Donc ça, nous, on était en Belgique, mais il a fallu des décennies et aussi de travail, d'information, de militantisme, de protestation, de tous côtés pour que finalement les choses bougent et qu'on change même qu'on commence à enseigner l'histoire, la vraie histoire coloniale dans les programmes scolaires et qu'il y ait une remise en cause. Donc c'est un peu le cas de tous les pays. Alors évidemment, des grands pays colonisateurs comme la France, la Grande-Bretagne, c'est encore plus difficile pour eux parce que ça touche à l'essence même de leur nation. Les Français croient encore qu'ils ont apporté, entre guillemets, les Lumières avec une lettre majuscule, qu'ils ont apporté les Lumières au reste du monde. Bon, et c'est difficile de leur faire comprendre que ce n'est pas tout à fait ça. Voilà, en tout cas, un encouragement effectivement à dépasser le conformisme et la propagande et à remettre en question ces tabous, ces clichés. J'aimerais qu'on fasse le lien, puisqu'on a parlé de la propagande, avec le livre de Anne Morelli que je montre à l'écran, Principes élémentaires de propagande de guerre. C'est un livre qu'elle a construit à partir des confidences d'un Britannique, Lord Ponsonby, en 1919. Il avait participé à la propagande de guerre de l'Empire britannique dans la guerre 14-18, qui était une grande boucherie entre empires en fait, et il en avait tiré sous une forme ironique tous les principes que quand on est une puissance colonisatrice, on doit mettre en œuvre dans sa communication pour tromper donc sa propre opinion. Je montre ces principes de la propagande de guerre d'Anne Morelli à l'écran. 1. Nous ne voulons pas la guerre. 2. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. 3. Le chef du camp adverse, le diable ou l'affreux. 4. Nous défendons une cause noble et non des intérêts particuliers. 5. L'ennemi provoque sciemment des atrocités si nous commettons des bavures involontaires. 6. L'ennemi utilise des armes non autorisées. 7. Nous subissons très peu de pertes, celles de l'ennemi sont énormes. 8. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. 9. Notre cause a un caractère sacré, en rapport avec la religion. Et 10. Ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Donc, c'est un texte qui a plus de 100 ans. Est-ce que tu penses qu'il est encore actuel et qu'il peut nous aider à se méfier justement de l'environnement dans lequel nous sommes? C'est un texte qui a vraiment toute son actualité aujourd'hui, ou même dans les conversations. Enfin, si on ose poser question sur le bien fondé de la poursuite de cette guerre en Ukraine, de l'intensification de l'aide occidentale, rien que poser la question,
on n'est pas, on ne vous dit pas, tiens, tu es un esprit libre, tu poses des questions dérangeantes, on essaie d'y répondre. Non, on brandit tout de suite le soupçon, quoi, tu es donc une alliée de Poutine. Alors que c'est absolument pas le cas. Donc, on est tout de suite classé dans le camp adverse parce que les esprits sont radicalisés, encore plus quand il y a une situation de guerre et d'émotions tout à fait compréhensibles, d'émotions humanitaires. Il est évident que tout le monde est bouleversé par ces images qui nous parviennent d'Ukraine. Et donc, la suspicion, elle est là à l'égard de ceux qui ne disent même pas le contraire, mais osent poser des questions un peu à contre-courant. Oui. Est-ce que justement, dans l'affaire de l'Ukraine, l'émotion qui est compréhensible, quand on voit des images, on réagit tous de la même façon, mais on a vu par des expériences précédentes que des images peuvent être manipulées. Ça peut être des images qui viennent d'un autre endroit, d'un autre conflit, d'une autre époque. Ça peut être une inversion, ceux qu'on présente comme les agresseurs sont peut-être les victimes et inversement. Il y a des choses des victimes qu'on peut attribuer à d'autres causes. Par exemple, s'il y a des bombardements, il est évident que les deux camps tirant, envoyant des missiles, il peut y avoir des victimes civiles. Est-ce que on ne devrait pas justement, en s'inspirant d'Anne Morelli et de ce que tu viens de dire, avoir des discussions, des confrontations, un vrai fact-checking en fait, une véritable vérification des faits sur les guerres actuelles pour qu'il n'y ait pas seulement l'émotion, mais aussi la raison et essayer d'expliquer les incohérences? Oui, je trouve que nous, on devrait jamais, les journalistes en tout cas, ne devraient jamais, eux, être démobilisés. Ils ne devraient jamais démobiliser leur esprit critique, leur esprit de poser des questions, d'aller voir de l'autre côté des barbelés, de la propagande. Toujours se poser des questions, toujours se demander est-ce que je suis bien sûr que c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre aspect qu'il faudrait un peu investiguer? Les journalistes ne devrait jamais, même si la cause paraît noble, on ne devrait jamais abandonner son esprit. C'est une chose que j'ai essayé de faire à propos de l'affaire de Boutcha, qui était très très importante, puisque les dirigeants politiques, dès qu'il y a eu un communiqué venant de Kiev, les dirigeants politiques, dans les 2 heures, l'ont repris et ont réclamé plus de sanctions et un engagement, alors que ces affaires-là demandent toujours une enquête, des légistes, des gens sur le terrain, une analyse, etc. J'ai fait personnellement 2 vidéos sur Boutcha et malheureusement on a vu que YouTube les a éliminés carrément. Donc on a vraiment une censure qui est en train de monter sur quiconque veut simplement vérifier les faits. Est-ce que le Parisien, par exemple, je monte à l'écran, explique pourquoi le massacre de Boutcha et l'affaire des charniers de Timișoara n'ont rien à voir? Bien sûr, comme tu l'as dit, beaucoup de choses ont changé, mais est-ce qu'on ne devrait pas quand même organiser, je ne sais pas, un fact-checking contradictoire sur des événements très importants? On nous a dit par exemple qu'il y avait des centaines de victimes au théâtre de Mariupol, qu'il y avait 410 victimes, un chiffre très précis, à Boutcha, que des réfugiés quittent Boutcha, ne pouvaient pas quitter Boutcha parce que les Russes les en empêchaient, mais ceux qui viennent de sortir disent que non, c'est les régiments d'Azov qui les empêchaient de sortir. Est-ce qu'on ne devrait pas organiser un espace libre de discussion et de débat sur les événements comme ils surviennent maintenant? Oui, un espace libre avec des gens qui sont libres de parler. Mais pour ça, il faut avoir accès, il faut être sur place et être libre d'interroger tout le monde. Et puis, on peut aussi faire quand même appel à la mémoire, appel à l'histoire. Moi, je me souviens très bien de l'exode vers le Congo des réfugiés du Rwanda, des réfugiés Hutus qui avaient commis le génocide. Et on a parlé à l'époque de ce qu'on appelait la technique des boucliers humains, où des gens armés qui étaient les auteurs du génocide, des gens armés les protégeaient peut-être, mais surtout les encadraient et les poussaient en avant devant les caméras pour dire que ces gens risquaient d'être massacrés, etc. Mais donc ces civils étaient de
devenu un objet de la propagande d'une des parties belligérantes. Ça a été très bien analysé au moment du Rwanda, cette technique des boucliers humains, et je me dis simplement, est-ce que cette technique qui a fonctionné dans ce cas-là, est-ce qu'elle n'est pas utilisée ailleurs aussi? Et par exemple, elle pourrait l'être à Boutcha ou ailleurs. Je n'en sais rien, je n'y suis pas, mais je trouve qu'on a le droit de poser la question. Oui, voilà. Et d'essayer de... Voilà. Tout à fait. À propos de réfugiés, la Belgique et d'autres pays reçoivent maintenant un grand afflux de réfugiés ukrainiens. Il y a beaucoup d'émotions et apparemment ils sont très bien traités. Notre pays et d'autres ont reçu, ont essayé d'empêcher d'abord, mais ils sont quand même arrivés des réfugiés africains, du Moyen-Orient, d'autres régions en très grave conflit. Ils n'ont pas été aussi bien reçus. Il y a même eu des politiques que Jean Ziegler a dénoncées pour leur rendre la vie insupportable sur l'île de Lesbos et des choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un deux poids et deux mesures? Il y a des bonnes victimes et des victimes qui ne sont pas bonnes ou carrément à rejeter, comme le disaient Herman et Chomsky dans leur livre Fabriquer un consentement. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. On est un peu dans un racisme envers les victimes pas européennes. Mais c'est évident qu'il y a deux poids, deux mesures. J'appellerais ça un peu les victimes kilométriques. On a souvent parlé du mort kilométrique. Plus il est loin, moins on est sensible à son sort. Ici, ce sont les victimes kilométriques, des victimes qui nous ressemblent, qui vivent dans le même type d'habitat, qui ont des têtes qui ressemblent aux nôtres. Je m'excuse de le dire comme ça. Mais on s'identifie plus facilement à elles. Mais qu'on ne vienne pas nous parler à ce moment-là d'universalisme de la condition humaine. C'est une vaste plaisanterie. On s'identifie plus facilement à des gens que nous percevons comme des voisins, des cousins, des pareils à nous. Mais tout esprit un peu démocrate, simplement démocrate, qui défend les droits de l'homme, qui défend les valeurs de base de notre société. C'est vrai, mais... Plus universel, plus expansif. Les Africains, voilà. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai évidemment qu'il y a la question de la distance et de la ressemblance, mais si les grands médias présentaient les réfugiés africains comme des victimes en fait de multinationales occidentales qui ne leur laissent pas les moyens de vivre et de faire vivre leur famille, soit en déversant leurs produits, soit en prenant les richesses et en ne les payant pas ou en ne payant pas la main-d'œuvre locale. Si les médias occidentaux faisaient aussi un peu d'émotionnel sur les victimes africaines, on aurait, je pense, beaucoup de compassion et de solidarité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un agenda politique qui joue dans cette influence ? Un agenda politique de qui? De nos pays occidentaux, qu'on n'a pas envie de dire que si les Africains pauvres viennent se réfugier ici, c'est aussi à cause de la politique de multinationales qui prennent leurs richesses et ne les payent pas en Afrique. Ben évidemment, depuis l'époque coloniale et même bien avant, la politique de l'Europe, elle est extractiviste. Elle extrait les matières premières. Elle consiste à extraire les matières premières de l'Afrique, d'autres régions du monde, mais en tout cas de l'Afrique, de les extraire au meilleur prix, de les transformer chez nous et de les extraire au prix le plus bas de la main-d'œuvre locale. On a parlé du travail forcé du temps de la colonisation. Si vous voyez aujourd'hui les enfants dans les mines de cobalt du Congo, ils travaillent pour $1 par jour, un cobalt qui va alimenter nos industries de transformation de haut niveau ici. Donc cette philosophie de l'industrie, de l'extractivisme des recherches, des ressources de l'Afrique, elle est toujours là. Et aujourd'hui, on parle de boycotter le gaz russe et le pétrole russe, et on le fait. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut aller en Afrique, qu'on pourra demain exporter le gaz du Mozambique, le pétrole de l'Angola, et on espère à meilleur prix, et on a encore des solutions de rechange. Et ça, à mon sens, c'est une vision à extrêmement court terme, parce qu'on réfléchit en Afrique aussi, et les prix risquent de monter, et les dispositifs d'accès politique risque de se durcir et l'Europe risque d'être étrangement surprise. Oui, voilà qui est intéressant. On a beaucoup de commentaires sur Facebook. Je vais en prendre un, Nouman, qui dit informer dangereux et qui parle de la journaliste d'Al Jazeera qui vient d'être tuée hier. Un commentaire sur ça?
Mais oui, c'est bouleversant. Cette journaliste, j'ai vu sa photo, elle a été tuée d'une balle dans la tête. Elle mériterait vraiment un hommage et une mobilisation large dans les milieux, pas seulement de la presse, mais de tous ceux qui consomment l'information. Et des sanctions, non, parce que je voyais dans la communication là-dessus que le gouvernement israélien mène une enquête et dit que c'est peut-être les Palestiniens qui l'ont fait, etc. Moi, ça m'a rappelé des choses précédentes. J'avais dans Attention Média, j'avais cité un document interne de l'armée des États-Unis qui disait quand on a un événement gênant, qu'on a fait ce qu'ils appellent une bavure, des choses comme ça, on doit gagner du temps, on doit commencer par dire que les choses ne sont pas claires, semer le doute qu'on va faire une enquête et attendre que l'émotion retombe. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans aussi avec une désinformation? Ben oui, ce sont des tactiques dilatoires. Alors que nous, ici en Occident, on s'est vraiment ému de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, qui avait critiqué la politique de Poutine. Toutes les organisations de journalistes la considèrent comme une héroïne, ce qu'elle est. Mais cette journaliste palestinienne, c'est la même chose. Elle est morte aussi, elle est morte au combat, et on doit pas accepter de techniques dilatoires d'enquête qui vont durer des années pour savoir la vérité. Il y a moyen d'avoir des témoignages beaucoup plus rapides. Et puis même, il y a l'injustice générale de la situation qui nous permet quand même aussi de réfléchir et de voir que la situation génère de ce type de comportement. Alors, peut-être que c'est le moment de conclure bientôt et de faire un lien avec l'affaire Julian Assange. Je montre à l'écran une petite carte qu'Investigation a fait, et je remercie Michel qui l'a réalisée. Le tribunal spécial pour la sécurité de l'État de Mussolini, donc le procureur en 1928, disait à propos de Antonio Gramsci, le révolutionnaire communiste emprisonné, « Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. » Et l'acte d'accusation des États-Unis, qui veut extrader donc Assange, veut le réduire au silence pendant, je cite, 175 ans. Un siècle plus tard. Est-ce que l'affaire Assange devrait être prise plus énergiquement par l'ensemble des journalistes et des citoyens pour défendre notre droit de savoir? Certainement, mais Assange était un précurseur, comme il était un des premiers à organiser des leaks, des fuites d'informations. Il a été l'un des premiers. Il a fortement dérangé et il paye un peu le prix. Mais après, beaucoup d'autres se sont engouffrés dans la brèche. Maintenant, toutes les semaines, on a des leaks dans la presse du monde entier, et on devrait presque mettre en bandeau, en hommage à Julian Assange, c'est le premier qui a envoyé des coups de boutoir dans le système et qui a pénétré dans les secrets de l'informatique. Il a été un précurseur, et un jour on le dira, c'est l'Albert Londres des leaks du XXIe siècle. Mais en attendant, voilà, il est en prison et en très mauvaise situation. Oui, un jour on lui rendra hommage, d'accord, mais moi j'ai rencontré il y a quelques jours à Bruxelles sa femme Stella Maurice, il a un enfant de 3 ans. Donc, on devrait aussi, pour contrer cette intimidation, est-ce qu'on ne devrait pas lancer une grande campagne en lui donnant déjà, en poussant les politiques à lui donner le droit d'asile en Belgique pour commencer, et en annonçant que si la liberté d'informer n'est pas respectée, on va prendre des mesures de représailles contre la Grande-Bretagne qui viole toutes les lois, parce que quand même, les États-Unis ont le droit d'extrader quelqu'un qui est un citoyen australien, qui n'a jamais rien eu à faire avec le territoire des États-Unis, juste pour avoir révélé des crimes que personne ne conteste en fait. Donc pour avoir dit la vérité, on veut l'emprisonner. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une campagne politique et médiatique beaucoup plus énergique contre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui font ça? Oui, c'est ça. Moi, je trouve aussi pour défendre les droits de Julian Assange, qui est un peu notre précurseur à tous, quoi, qui a été extrêmement courageux et qui en paye le prix maximum. Voilà. Eh bien, un bel appel très émouvant. Colette, je te remercie énormément. Je vois que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Je voudrais indiquer que Investigation essaye pour sa part, avec ses tout petits moyens, de faire aussi ce travail de recherche, de vérification, de fact-checking. Et je voudrais demander à chacun qui nous écoute de soutenir notre appel à embaucher Pauline, que je peux vous présenter officiellement, qui va m'aider justement à faire la traque sur les fake news, la vérification de l'information. C'est un énorme boulot.
et on va l'embaucher, c'est décidé, mais on a besoin de vous pour le soutien financier. On a besoin que vous vous inscriviez à la newsletter d'Investi Action, que vous partagiez nos vidéos et les articles, d'autant plus que YouTube est en train de les censurer, et donc vous fassiez un don ponctuel et mensuel, parce que on n'a pas de publicité, on n'a pas de subvention, mais on a vraiment besoin aussi de pouvoir faire un journalisme un peu plus citoyen militant, comme ce que Colette a décrit là-bas. Voilà. Colette, je voulais te remercier. Un tout dernier bref message, peut-être pour les gens qui nous regardent. Mais voilà. En tout cas, je crois que l'information critique, c'est pas seulement le fait des journalistes. Chaque citoyen peut allumer sa petite lumière intérieure et regarder les choses avec lucidité, esprit critique. Et si on se rend compte de certaines choses, on peut aussi agir chacun là où il est. Merci pour cet appel de modestie d'une grande journaliste et appel très émouvant à la participation. Merci Colette et à bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir.